c'est toute la valeur que ça apporte pour l'entreprise. La data, c'est un peu, si on prend des métaphores, c'est comme si c'était le sang de l'entreprise. C'est partout, c'est ce qui permet de prendre les décisions, c'est ce qui permet d'être en bonne santé pour l'entreprise. C'est-à-dire que si on a des mauvaises données, le risque, c'est de prendre des mauvaises décisions. Si les données sont pas bonnes, on prend des mauvaises décisions financières ou on a une mauvaise approche du risque. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Quentin. Bonjour Paul. Bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Merci de m'accueillir ici, à Melbourne. Merci de m'accueillir dans le podcast. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre d'épisodes déjà, donc bravo pour ce projet. Ouais, merci beaucoup. Tu vas être publié sûrement aux alentours du 50e épisode, donc c'est sûr que à un peu plus d'un an, ça fait déjà une belle aventure qui m'a conduit ici aujourd'hui et je suis ravi que ce projet m'ait conduit jusqu'à toi. On va commencer l'épisode un peu de façon très classique, comme tous les épisodes des Leaders sans frontières. Je vais te laisser te présenter, me raconter d'où tu viens, tes origines, résumer ton parcours et m'expliquer tes fonctions actuelles. Ok. Donc je suis Quentin Desclous. J'habite à Melbourne depuis 2 ans. Et avant ça, donc j'ai passé la plupart de ma carrière et de mon parcours en France, en Touraine. Ouais. J'ai commencé, j'ai un parcours assez atypique puisque j'ai commencé dans l'assurance et maintenant je fais du conseil dans l'IA et la data. J'ai commencé chez un courtier au sein d'une grande banque. Après, j'ai basculé, je voulais voir autre chose, faire du conseil, donc j'ai intégré l'un des Big Four à Paris. Et puis, t'étais chez Deloitte. J'étais chez Deloitte. Pendant 4 ans à Paris. Voilà, après je suis passé par un plus petit cabinet pour voir ce que c'était que de sortir du Big Four. Et puis après, j'ai eu l'opportunité incroyable de rejoindre OnePoint. Et à OnePoint, j'ai commencé il y a quelques années à travailler sur des sujets de data et d'IA. Et j'ai eu cette opportunité d'expatriation. Et me voilà aujourd'hui à Melbourne. Super. Une première question sur le début de ton parcours. Tu as fait école de commerce, EM Normandie, ESSEC. Est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui t'a orienté vers le métier de consultant ? Pourquoi est-ce que tu es parti dans cette direction ? Qu'est-ce qui t'a attiré ? J'ai commencé en tant que vendeur de contrats d'assurance pour des collectivités locales, mais au bout de quelques années, je commençais un peu à m'ennuyer. C'était stimulant, c'était fun, mais je commençais un peu à m'ennuyer. Et en fait, quelqu'un m'a dit, en fait, le métier du conseil, c'est des projets. Et donc, tous les 3, 6, 9 ou 12 mois, tu changes de job. Alors, tu es toujours chez le même employeur, mais tu changes de job. Et là, et c'est là où je me suis dit, ouais, c'est un job qui est fait pour moi, qui m'intéresse. Donc, c'est pour ça qu'après avoir fait le M Normandie, j'ai refait un master à l'ESSEC, qui m'a permis d'entrer chez Deloitte. Et là, j'ai appris mon métier de consultant et j'ai gravi les échelons de manière assez traditionnelle à partir de ce moment-là. Ok. Oui, et puis ta première expérience dans le monde des instituts financiers, tu l'as ensuite réutilisée parce que bon, Deloitte, ça fait partie des Big Four, tu l'as dit, on est sur de la grosse industrie du conseil, mais c'est ensuite qu'en 2019-2020, tu as intégré Synexia, c'est ça ? Synexia Conseil. Synexia Conseil, exactement, où là, eux, ils sont spécialisés en assurance et finance banque, que tu as pu réutiliser la première partie, on va dire, de ta carrière en banque. Qu'est-ce que tu retiens du monde de la banque et des assurances ? Alors, la banque, j'ai un peu pratiqué. L'assurance, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que c'est difficile d'en sortir. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut croire de l'extérieur. Parce qu'en fait, ça touche à tout, l'assurance. Il y a des assurances de bateaux, des assurances de personnes, des assurances d'œuvres d'art. Moi, j'étais dans les collectivités locales. Mais c'était assez difficile d'en sortir. Mais ça m'a permis d'enrichir mon parcours
sur différents sujets, différentes disciplines, le risque, la vente. On travaillait aussi sur des sujets organisationnels, et donc c'était presque un levier naturel pour basculer sur le conseil. Ok. Tu dis que c'est hyper intéressant et c'est plus intéressant que ce qu'il n'y paraît en façade. Si on va un peu plus loin, qu'est-ce qui t'a intéressé au quotidien? Alors toi, tu es notamment passé chez ce qu'on appelle aujourd'hui MNH, la mutuelle nationale des hospitaliers. Qu'est-ce qui fait que justement ce travail te plaisait au quotidien? Alors, c'était à l'époque un courtier qui avait été créé et en fait, l'activité de courtage en assurance est quand même extrêmement passionnant parce que c'est déjà du conseil. On conseille sur des contrats d'assurance. C'est assez technique parce que il faut comprendre, évaluer les risques qui sont couverts et puis après aller négocier avec les différentes compagnies d'assurance. Ouais. Et puis après, il y a tout ce travail de pédagogie, de conviction à faire auprès des clients. Donc c'était quand même quelque chose qui était assez complet. Par contre, d'une année à l'autre, on refaisait un peu les mêmes campagnes commerciales, puisque j'étais commercial. Et c'est là où effectivement, je me suis dit, ah, j'ai envie de voir autre chose, quelque chose de plus stratégique organisationnel. Ouais, donc ce qui t'a amené sur la partie conseil et te faire intégrer donc Deloitte. Il y a, on l'a expliqué, donc Deloitte, Synaxia et ensuite OnePoint. Qu'est-ce qui te fait basculer de ces cabinets de conseil traditionnels, on va dire, à OnePoint, où là on est plus dans la tech et tu vas prendre un poste directement IA et Data Strategy Leader. Qu'est-ce qui te fait passer de ce premier monde à ce second? Chez Deloitte, j'avais commencé à travailler sur des sujets stratégie, opérationnel et IT. Ok. Et en fait, l'IT amène à la data, etc. Et chez Synexia, je commençais à avoir un peu cette opportunité de travailler sur des projets de plus en plus proches. Et puis après, il y a eu des mouvements et des personnes que j'aimais beaucoup chez Deloitte qui étaient passées chez OnePoint. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler avec des gens que j'adorais et sur des sujets passionnants. Donc, d'abord la data, Ouais. parce que l'IA, c'est le mot qui est un peu Le mot shiny, fourre-tout mais aujourd'hui. avant ça, c'est la data. Et là, j'ai vraiment appris mon métier. Enfin, appris. J'avais déjà commencé, mais pas de façon très. C'était plus par opportunité. Mais j'ai intégré les équipes Data IA chez OnePoint où là j'ai travaillé directement dans des data office de grandes institutions financières. Et puis la data amène in fine sur des projets d'IA. Dans ces projets data, IA, qu'est-ce qui toi t'intéressait quelle était cette spécificité que tu as commencé à découvrir chez Deloitte qui t'intéressait? C'est toute la valeur que ça apporte pour l'entreprise. La data, c'est un peu, si on prend des métaphores, c'est comme si c'était le sang de l'entreprise. C'est partout, c'est ce qui permet de prendre les décisions, c'est ce qui permet d'être en bonne santé pour l'entreprise. C'est-à-dire que si on a des mauvaises données, le risque, c'est de prendre des mauvaises décisions. Enfin, en premier lieu, sur des sujets qui sont, par exemple, pour des directions financières ou des directions de risque. Si les données sont pas bonnes, on prend des mauvaises décisions financières ou on a une mauvaise approche du risque. Et c'est un peu comme ça d'ailleurs que j'avais commencé sur des sujets qui étaient liés risk assessment à l'époque dans des banques systémiques. Pour toi aujourd'hui, comment est-ce que ces nouvelles technologies, alors en intelligence artificielle, il y a plusieurs catégories. Il y a les intelligences artificielles, il y a avec des algorithmes traditionnels, on va dire, d'automatisation. Il y a aujourd'hui les LLM, dont ChatGPT par exemple fait partie. Pour toi, comment est-ce que ces nouvelles technologies, ça bouleverse le monde des entreprises? Alors, nouvelle technologie, oui, parce que ça ne cesse d'évoluer et d'innover. Est-ce que c'est si nouveau que ça? Je sais pas, parce que ça a commencé dans les années 50 avec Alan Turing? Turing. Ouais.
Et puis maintenant, le machine learning, ça date de quand? De fin des années 80, début des années 90. Donc l'IA qui est le fait de créer une technologie qui imite le raisonnement, l'apprentissage, la création de l'esprit humain, ça commence à avoir quelques années. Ce qui est vraiment nouveau, et en tout cas ce qui attire l'attention, bien sûr, ce sont les LLM. Donc avec ChatGPT, et enfin, c'est une avancée indéniable, puisque si je me trompe pas, ChatGPT en quelques jours a atteint 1 million d'utilisateurs, quand il a fallu plusieurs années pour Netflix. Donc il y a une valeur et un intérêt qui est là. Après, je pense que de là à ce que ça modifie le quotidien des entreprises ou dans les entreprises, il y a encore quelques mois ou quelques années devant nous. Alors, l'IA, il y en a déjà. Les LLM, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a quand même pas ou peu de cas industrialisés, de cas d'usage industrialisés avec cette nouvelle technologie. Ok. Là, on parle de programmes d'automatisation ou de LLM. Est-ce que pour toi, il peut y avoir encore une autre façon que l'intelligence artificielle vienne impacter le monde des entreprises, qu'on vient pas forcément d'évoquer maintenant, mais une autre façon de travailler même avec ce type de technologie? Je pense que quand on sera arrivé à maturité sur ces technologies, il y a quand même un risque. Alors, il y a des risques, des opportunités qui sont quand même énormes. Les risques, c'est le premier risque pour moi, c'est un peu comme les réseaux sociaux, c'est de se reposer sur la machine et d'arrêter de réfléchir. Si j'avais voulu, pour répondre aux questions du podcast, j'aurais pu aller dans ChatGPT et puis aller demander à ChatGPT de m'écrire les réponses. Bon, je sais pas si tu as des enfants, moi non, mais les personnes qui ont des enfants, ou si on pense aux étudiants, quand ils sont en train d'apprendre à l'école, quand ils sont en face d'une dissertation de philosophie, ou même avant ça, un sujet d'histoire, c'est assez tendant. Avant, c'était assez tentant d'aller sur Google, mais il fallait encore écrire les résultats. Maintenant, on va sur ChatGPT, et puis on a la réponse directe. Et le risque, c'est de ne pas pouvoir voir les erreurs qu'il y a dans les résultats, puisque à l'heure actuelle, ChatGPT produit des résultats qui peuvent être faux avec une grande assertivité. C'est-à-dire que si on fait pas attention, on y croit. Donc je pense qu'il y a un sujet qui est de comment on utilise ça. Et donc pour en venir aux entreprises, c'est la même chose. Pour les employés, le risque, c'est qu'on ait des employés super experts qui sauront challenger les résultats de ChatGPT. Et le risque, c'est qu'on ait des employés qui soient moins bien formés et qui reposent trop sur ChatGPT, et in fine, on utilisera ChatGPT tous les jours, mais on sera plus capable de s'assurer de la pertinence, de la véracité des résultats. En termes d'un point de vue RH, aujourd'hui, je suis sur une étude sur l'engagement au travail à travers le monde. Justement, tu parles de risques. Pour toi, les risques sur l'engagement des collaborateurs, quels peuvent être-ils? Le risque, c'est si les employeurs ne proposent pas de in-house ChatGPT à leurs employés, le risque, c'est que les employés utilisent ChatGPT avec ou sans l'accord de l'entreprise. Et le risque qui est dedans, c'est de mettre des données confidentielles de l'entreprise ou des clients dans ChatGPT, et après, ça se retrouve à disposition de tous via l'apprentissage, si on laisse le modèle apprendre des données qu'on lui donne. L'autre risque, c'est effectivement d'avoir des employés qui se reposent sur leur laurier d'un point de vue, je dirais, intellectuel.
en trouvant les solutions que via des LLM, et puis, et in fine, perdre un peu cette autonomie intellectuelle qui restera, à mon avis, nécessaire pour pouvoir éviter de mauvaises surprises. Aujourd'hui, à titre personnel, quelle utilisation tu fais, toi, de ces outils d'intelligence artificielle en LLM type ChatGPT, Copilot, je ne sais pas, est-ce que déjà tu en utilises? Et si oui, comment est-ce que tu les utilises? Alors, chez OnePoint, on a notre propre outil d'IA générative. Ok, Moi, je l'utilise pour faire mes V0, mes V1 de documents. d'accord. Alors, parfois pour faire des recherches, mais je l'utilise plus dans un mode créatif où je lui dis, tiens, dessine-moi la trame de ce document que je dois faire pour telle réunion, etc. Et après, je challenge, je corrige, mais ça me fait gagner du temps pour sortir de la page blanche Ok. Sur la phase d'idéation. sur la phase d'idéation. Ouais. Ok. Ce qui est un risque, hein, parce que les résultats, des fois, sont tellement bluffants que on a envie d'arrêter d'être créatif parce qu'on se dit qu'on fera jamais aussi bien, mais ça fait partie des risques. Ouais. Mais sur cette phase d'idéation, ouais, j'utilise beaucoup. Comment tu fais aujourd'hui pour progresser et apprendre tous les jours sur ces technologies? Alors, c'est une bonne question parce que c'est extrêmement neuf. Alors, par exemple, si on pense, bon, l'intelligence artificielle, il y a pas mal de masters ou de formations certifiantes. Si on reste sur l'IA générative, tout est neuf et puis la plupart des formations n'existent sans doute pas encore. Moi, j'ai passé récemment une certification qui est toute nouvelle pour certifier les AI Management Systems dans les grandes compagnies. Ok. C'est très orienté gouvernance et risque. Je pense qu'il faut avoir une approche d'apprentissage continu, en fait. Alors, pour moi, c'est vrai avec ces sujets qui sont tout à fait nouveaux, mais de manière générale. C'est-à-dire que ce que les générations précédentes ont connu, à savoir faire le même travail toute sa vie, de la fin de l'école jusqu'à la carrière, je pense que c'est révolu depuis un certain temps. Donc, la formation continue, pour moi, c'est clé pour continuer de progresser et d'apprendre. Moi, j'aimerais qu'on parle également du. Alors, il y a l'IA, les IA génératives, etc. Il y a un autre aspect aujourd'hui, c'est l'impact écologique que toutes ces technologies ont sur l'environnement. Et notamment, il y a un nouveau terme qui est utilisé, on va dire, qui s'appelle le green digital ou Mhm. le green IT. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est et comment est-ce que ça va impacter le monde des entreprises? Le green digital. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a le green for IT, il y a le IT for green. Ok, Le green for IT, c'est comment on fait pour faire en sorte qu'on ait une utilisation plus vertueuse d'un point de vue écologique de toutes les solutions informatiques. Et le IT for Green, c'est comment on utilise l'informatique à des fins de développement durable. Par exemple, utiliser l'IA générative pour faire des prédictions et optimiser la consommation d'énergie d'un bâtiment, par exemple. Je travaille pas sur ce deuxième point et je travaille pas directement sur l'autre point qui est le Green for IT. Par contre, enfin, on coordonne des projets et ma conviction personnelle, c'est que il y a beaucoup de choses qui sont faites pour se donner bonne conscience. Et surtout, si on parle d'entreprise, il faut pas qu'on oublie que l'entreprise, si elle perd de l'argent, elle meurt. Et imposer des contraintes green à des entreprises, il y a un vrai risque
qui est que si les contraintes sont trop insupportables, l'entreprise ne suit pas. Par contre, il y a une autre approche qui est comment utiliser ou promouvoir des comportements responsables pour que l'entreprise y trouve un intérêt économique. Alors, un intérêt, je dirais, de contribution à la société, bien sûr, si on peut le faire, hein, bien sûr. Enfin, je suis le premier à supporter ça, mais il faut garder en perspective l'aspect économique et aider les entreprises à réduire leur consommation énergétique. C'est bien pour la planète, mais c'est aussi bien pour le coût des entreprises. Par exemple, des sites internet qui consomment beaucoup plus que ce qu'ils devraient consommer parce que les images du site sont trop Volumineuse. pixelisées, parce que il y a trop de pages internet et on sait que il y a que la première page, c'est 90% des visites et les 10 autres pages, c'est 10% des visites. Pourquoi garder les 10 autres pages? Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples sur la localisation des data centers. Est-ce qu'on utilise un cloud qui est à 50 km ou est-ce qu'on utilise un cloud qui est sur un autre continent? Ça, c'est des questions qui, à mon avis, ont du sens d'un point de vue empreinte environnementale et d'un point de vue économique. Et je lisais un article aussi récemment, c'est peut-être aussi sensibiliser les collaborateurs au fait d'avoir des prompts plus efficaces pour arriver plus vite à une réponse. Est-ce que ça, tu penses que ça peut être également une solution? En termes de green? Oui, le fait de justement générer des prompts, apprendre à faire un prompt précis pour avoir plus rapidement la réponse à la question demandée et d'arriver en peut-être 3, 5 requêtes à la réponse que j'attends, plutôt que de commencer avec quelque chose de trop généraliste qui me demande de réajuster en 10 ou 15 messages et qui va demander au logiciel de beaucoup plus travailler. Est-ce que ça t'y croit ou pas du tout? Je crois pas trop à l'art de prompter. Le prompt for green, j'y crois moins qu'à customiser les modèles et faire en sorte que les modèles soient plus efficaces dans leur recherche. Ce qui est déjà le cas, hein. Ce qui est déjà le cas, mais enfin, je sais que nous, on a des personnes qui travaillent sur les opportunités d'améliorer la performance des modèles d'un point de vue alors efficacité, mais aussi effectivement consommation énergétique. Ok. Tu as intégré OnePoint en 2021, tu y es resté à Paris jusqu'en 2023. Et c'est en 2023, du coup, que tu t'expatries en Australie. Moi, j'ai 2 questions. Pourquoi as-tu choisi de t'expatrier et pourquoi l'Australie? On va commencer par la deuxième question. L'Australie, parce qu'en fait, c'est une opportunité interne. On a des bureaux ici. On en a sur plusieurs continents, mais le jeu des compétences fait que ça avait du sens d'importer un profil comme le mien ici, dans nos équipes en Asie Pacifique. Pourquoi l'expatriation? J'ai toujours voulu m'expatrier. Au moins vivre à l'étranger, mais dans mon parcours, j'ai toujours dû travailler depuis que j'ai quitté le lycée. Et en fait, par exemple, quand mes camarades de classe faisaient leur année de césure, moi j'étais en apprentissage. Et l'apprentissage, c'était à l'époque dans une filiale d'une grande banque. Et je m'étais dit, je m'expatrierai plus tard. Puis après, j'ai construit mon parcours et puis il y a l'aspect vie professionnelle, vie privée qui fait que j'avais pas forcément eu ces opportunités d'expatriation jusqu'à ce que j'arrive à OnePoint. Voilà, 4 ans et 1 ou 2 ans après, cette opportunité qui s'est manifestée. Et alors, l'expatriation en Australie, comment est-ce que tu l'as vécu? Comment tu t'es adapté à la culture australienne? J'ai l'impression que les choses sont quand même beaucoup plus simples Par rapport à quoi? par rapport à la France où on voit beaucoup les problèmes.
on intellectualise beaucoup les choses. Et ici, c'est quand même, comme on dit, beaucoup plus laid back. Oui. Et, et, et c'est pas qu'une idée, enfin, on le vit. Alors, on travaille, on peut travailler dur, mais c'est beaucoup plus, le rythme est beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert. Hein. Je ressens bien cette différence entre la culture latine qu'on a en France et la culture anglo-saxonne ici. Alors, l'Australie, c'est quand même un pays principalement d'immigrés, première, deuxième, troisième, quatrième génération, mais je crois que c'est 40% des Australiens qui sont pas nés sur le sol. Donc c'est quand même assez multiculturel, principalement européen, asiatique, un peu d'autres continents, mais c'est quand même assez multiculturel. Tu travailles également avec l'Asie. Je sais que vous avez des bureaux à Kuala Lumpur, à Singapour aussi avec OnePoint, Oui, 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 Sydney. ça m'arrive d'aller en Asie. Ouais. Pardon. La communication, comment elle se passe au niveau groupe chez OnePoint dans cette zone Asie-Pacifique? Est-ce que la culture d'entreprise, elle a été adaptée justement aux cultures locales, que ce soit l'Australie, la Malaisie, Singapour, ou est-ce que elle est restée ce qu'elle est, la culture du groupe OnePoint qu'on applique? Est-ce qu'il y a eu des petits twists culturels? C'est ça que je souhaite demander. Il y a un esprit un peu plus start-up, et puis ce qui est assez différent, c'est qu'en fait, les distances entre les équipes sont énormes. On parle de milliers de kilomètres. Déjà même Melbourne-Sydney, il faut prendre l'avion. Enfin, ça se fait pas en train. Donc la culture est quand même assez... je pense qu'il y a un très bon esprit d'équipe, très bonne culture one point que j'ai retrouvé ici et comparé à ce que j'avais vécu en France. La différence, ce sont les distances et on travaille beaucoup en télétravail. Ça fait partie de la culture. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'au niveau des décalages horaires entre Singapour, la Malaisie et l'Australie, c'est assez réduit. Donc, on travaille avec un collègue à Singapour de la même façon qu'on travaille avec le collègue à Sydney. Donc, c'est plutôt fluide. Ok. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la culture OnePoint? Alors, ce qui est frappant chez OnePoint, c'est ce qu'on voit de l'extérieur et l'intérieur. Et en fait, le discours extérieur, c'est une entreprise qu'on appelle libérée, avec une hiérarchie plate. Et, euh, et quand on est de l'extérieur, en tout cas, moi, c'était le cas, je me disais, mais ça fait rêver, mais c'est un peu trop beau pour être vrai. Et en fait, une fois qu'on est à l'intérieur, c'est vraiment vrai. C'est-à-dire que on a quand même une liberté d'action qu'on ne trouve pas dans toutes les autres compagnies. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cinquième employeur. J'ai jamais eu une liberté d'action pareille depuis que je suis ici. Et puis, ce qu'on appelle la hiérarchie plate ou flat Mhm. hierarchy, ça rend les équipes beaucoup plus autonomes. Et aussi, ça a un impact sur la liberté d'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un niveau 1, 2, 3, 4 ou 5 pour avoir une validation quand on a une idée. Donc, ça a des avantages et des inconvénients. J'y vois beaucoup d'avantages. Et la liberté des équipes, comment ça se passe opérationnellement au quotidien? Parce qu'il y a quoi? Il y a 3 niveaux, c'est consultant, manager, partner, c'est... Oui, ce qu'on appelle associate, euh, leader et partner. Associate, pour moi, ce sont ceux qui créent la valeur, les doueurs. Les leaders, ce sont les personnes qui mettent ou qui essaient de mettre les équipes dans les meilleures dispositions pour faire leur travail. Et les partners sont les personnes qui prennent les décisions et qui engagent
qui engage les équipes. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil qu'on m'a donné de loin, c'est de m'inspirer de mes collègues et des gens avec qui je travaille. Pour apprendre, enfin, on en parlait plutôt dans l'entretien. On parlait d'apprentissage, de progrès, et je pense qu'on progresse en travaillant avec des gens qui inspirent. Et ça peut être des gens qui sont beaucoup plus expérimentés, mais aussi des gens qui sont moins expérimentés. Et c'est pas toujours évident parce que des fois, il faut savoir être à l'écoute, il faut savoir faire preuve de discernement. Il peut y avoir des questions d'ego, mais le meilleur conseil qu'on m'a donné, c'est définitivement d'apprendre des gens avec qui on travaille. Est-ce que tu as une maxime ou une citation qui te guide dans la vie? Alors, j'ai pas une citation, mais j'aime bien me dire que rien n'est impossible. J'aime bien me dire que rien n'est impossible parce que je fais du triathlon. Ouais. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce qui est un Ironman, Ouais. je me disais, mais c'est pas possible, c'est des surhommes. Ouais, Ils font ça, un Ironman, pour les auditeurs, ceux qui ne connaissent pas, c'est 3,9 km de natation. Ensuite, t'enchaînes avec 180 km de vélo et tu termines par un marathon 42 km. Voilà. Ça, c'est un Ironman. Voilà. Et je me disais, mais c'est pas possible de faire ça, c'est surhumain. Et en fait, tout est un travail de volonté, d'abnégation, de foi. Et si je transpose ça au niveau de ma vie professionnelle, si on m'avait dit il y a 10 ou 15 ans que je serais à Melbourne, en Australie, à travailler sur des sujets aussi fascinants que l'IA, jamais j'y aurais cru. Je pense que c'est le fait de se dire que rien n'est impossible, ça permet de croire et après et tout vient de se créer les moyens d'avancer. Et puis peut-être qu'on n'arrive pas aux objectifs qu'on a, mais on arrivera à d'autres objectifs, mais ça fait avancer. Ok. Le fait d'avancer petit à petit et de se mettre un objectif. Oui. En parlant d'objectifs, bon, t'as quand même fini l'Ironman de Cairns en 2023. Félicitations. Merci. Et aujourd'hui, comment est-ce que, parce que arriver à réaliser ce type de performance, c'est avant tout une rigueur, comme tu viens de le dire. Quelle part prend le sport dans ta vie et comment est-ce que ça te sert pour ensuite être productif au travail? C'est une discipline. Le triathlon, bon, comme beaucoup de sports, hein, mais le triathlon, c'est quand même 3 disciplines différentes qu'il faut faire tenir dans son calendrier. Donc, ça apprend la discipline et le sens de l'organisation. Ça apprend la résilience. Et ça me sert dans tous les jours dans ma vie professionnelle quotidienne. Discipline, résilience, persévérance, la foi. Des fois, on est souvent dans le conseil, on est sur des projets qui peuvent être vraiment challengeants et complexes. Et de se dire qu'on va y arriver, même quand on est dans le dur. Par exemple, pour les marathoniens, quand on arrive au kilomètre, au mur du 32e ou du 35e kilomètre, on se dit: «Mais comment on va faire pour terminer?» Et en fait, faut garder l'espoir. Et des fois, on a des projets, on se dit: «Ouais, on va jamais tenir les délais» ou «Le client va pas être content». Et ça me sert pour essayer d'avoir le petit truc qui permet d'arriver aux objectifs. Et mine de rien, alors j'ai découvert récemment que beaucoup d'écrivains étaient des randonneurs. Le fait de marcher, de bouger, d'être actif permet d'activer le cerveau sur la partie créative. Alors moi, loin d'être un écrivain, mais mon travail, c'est de créer des PowerPoint, ou en tout cas de le faire de manière collective avec les équipes. Ou quand je dis PowerPoint ou autre document, et souvent quand je m'entraîne, la natation, je suis dans ma bulle, je réfléchis à des problèmes,
des problématiques professionnelles ou sur le vélo, où je passe beaucoup de temps. Et souvent, je reviens avec des idées. Nouvelles et c'est aussi en ça que ça me sert. Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui souhaite se former à l'IA? C'est une bonne idée de se former à l'IA, puisqu'il va y avoir pas mal de travail dans les années à venir. Mais je pense que le meilleur conseil que je pourrais te donner, c'est faire et expérimenter avec les compétences qu'on a. C'est-à-dire que il y a des gens qui savent coder, il y a des gens qui sont data scientists et qui sont capables de faire des magies en créant les algorithmes qui vont bien. Et puis après, il y a des personnes qui ont des intuitions, et des visions et sur des usages potentiels d'IA. Et je pense qu'il y a plein d'usages qu'on n'a pas encore à l'esprit. Mais je pense que le seul conseil que je pourrais donner, c'est faire et expérimenter, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On est sur un sujet quand même qui est assez nouveau. Enfin, moi, je prends souvent la métaphore, et là, on est en Australie, dans le Victoria, qui s'est construit sur la ruée vers l'or, mais on est un peu dans cette tendance-là. Il y a plein de gens qui cherchent de la valeur dans l'IA et il y a plein de gens qui trouvent pas. Mais il y en a certains qui trouvent, il y en a certains qui vont trouver. Donc, pour pouvoir avancer, je pense qu'il faut faire. Il faut expérimenter. Est-ce que tu as une personne à me recommander pour un nouvel épisode de ce podcast? Alors, j'ai personne en tête qui vient, mais je pense qu'un excellent profil serait quelqu'un qui travaille sur les émotions. Si on reste dans l'IA, mon intime conviction, c'est que soit il y a des gens qui travailleront moins, soit il y a des gens qui travailleront sur des sujets qui sont beaucoup plus orientés sur l'émotion, le divertissement, l'art, des choses à beaucoup plus forte valeur. Si je prends un exemple, c'est sur, mettons, l'interaction entre l'entreprise et ses clients, la relation client. Je pense qu'il y a des tâches très simples qui seront déléguées à la machine et je pense qu'on va basculer vers des choses plus intéressantes sur, par exemple, la gestion de l'émotion. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'interviewer quelqu'un qui travaille sur de nouvelles disciplines, de nouvelles matières qui vont naître suite à la transformation de notre quotidien via l'IA. Ok. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je pense que l'épisode sera sûrement sorti. J'ai tourné il y a 2 jours un épisode avec une personne qui est basée à Sydney, qui s'appelle Jérôme Debaek. Il travaille chez Moment Factory. Il est directeur Asie-Pacifique. Et Moment Factory, c'est une entreprise qui fabrique des parcours lumineux dans des forêts, dans des parcs d'attractions, etc. Et justement, leur objectif, c'est de transmettre des émotions. Et justement, ils réfléchissent et ils essayent de travailler avec l'intelligence artificielle et avec leur expertise créative pour combiner ça. Et ça va exactement sur la discussion que j'ai eue il y a 2 jours, où ils réfléchissent vraiment à la créativité, comment est-ce qu'on fait pour pousser la créativité, que la compréhension des émotions reste pour l'instant trop complexe et inatteignable par l'intelligence artificielle. C'est l'homme qui comprend ça et l'expérience de l'homme. Et comment est-ce que tu fais pour combiner technologie et le ressenti, en fait, qu'un parcours lumineux procure comme ressenti, comme émotion à un public qui déambule. Donc, très intéressant. J'ai hâte d'écouter le podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver, Quentin ? Sur LinkedIn. LinkedIn ? Principalement sur LinkedIn. Super. Moi, je mettrai le lien de ton profil en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup. C'était une superbe discussion sur l'IA on a parlé de Green IT notamment. Il y a de belles choses à creuser dans les années à venir. Je te remercie pour ton temps. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. C'était un plaisir. Merci, Paul. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez apprécié cet échange. N'oubliez pas d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ou de vous abonner à la chaîne YouTube si cet épisode vous a plu. Je vous remercie et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.